à ceux qui n'étaient pas déjà parmi nous pour ces rencontres du développement durable, cette troisième journée des RDD, la première édition. Et cette journée est co-organisée par l'Institut Open Diplomacy avec Burgundy School of Business qui devait nous accueillir à Dijon et qui, comme vous le savez, à cause des circonstances sanitaires, ne peut pas nous ouvrir son campus. J'ai le droit à l'antenne de ne pas porter de masque parce que je suis dans un espace qui permet de respecter la distanciation sociale, mais j'invite chacun à se référer aux annonces faites par le ministre de la Santé hier soir pour s'assurer que votre sécurité sanitaire est bien respectée. C'est bien normal puisqu'on parle aujourd'hui de bien-être, qu'on va parler d'éducation, qu'on va parler de santé. On a pour discuter à l'instant même Thomas Bellian-Jourdan. Bonjour Thomas, j'espère que vous me recevez bien. Thomas Bellian-Jourdan est vice-président de Schneider Electric et il s'occupe de la direction industrielle de 12 usines en Europe. Schneider Electric qui est un des leaders mondiaux de l'industrie évidemment et qui est partenaire bienfaiteur de ces rencontres du développement durable. Je disais, vous êtes en charge de l'industrie en Europe pour Schneider Electric dans 12 usines et donc vous avez déjà une idée assez claire de ce à quoi pourrait ressembler cette industrie du futur dont on parle tant. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous projeter dans ce concept, à en comprendre les tenants et les aboutissants pour que nos auditeurs qui ont besoin d'y voir clair et qui vont vous poser des questions puissent comprendre de quoi ils retournent? Oui, bien sûr. Donc, c'est une réalité. Hein, déjà, on parle de l'usine du futur, mais elle est déjà, elle se conjugue au présent. Alors, déjà, enfin, sans remonter à la machine aux vapeurs du 19e siècle, on est vraiment dans une forme de continuité. On est à ce qu'on appelle, on arrive sur ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, qui fait suite aux précédentes et surtout à la fin du 20e siècle avec de l'automatisation déjà. La rupture et la particularité qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on a une convergence entre je dirais, la production industrielle et puis les technologies de l'information et de la communication. Et donc une industrie 4.0, industrie du futur, smart factory, donc beaucoup de terminologie, mais qui convergent sur la même réalité. C'est la numérisation de nos sites industriels, c'est-à-dire exploiter une capacité à connecter ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire à récupérer sur nos processus, sur nos machines, dans les usines, un maximum de données qu'on va ensuite remonter et traiter par des applications qui vont nous permettre d'être plus efficaces, plus fiables, etc. dans nos processus industriels. Donc ça, c'est la dimension, je dirais, un peu de perspective et d'évolution historique. Oui. Et puis, on a une perspective sociale derrière, une perspective, je dirais, quasi anthropologique, qu'est-ce que c'est que l'usine du futur? C'est une usine déjà qui est verte, c'est-à-dire qu'elle soit ancienne ou récemment créée, c'est une usine qui fait attention, qui est économe de sa consommation. Oui. C'est une valeur centrale pour les équipes, c'est une valeur centrale aussi d'ailleurs pour les gens qui nous rejoignent hein, chez Schneider Electric. C'est quelque chose qui importe énormément aux nouvelles générations particulièrement. C'est une usine qui est aussi qui pousse à plus d'autonomie, c'est-à-dire qui va arriver à mettre à disposition des opérateurs, des salariés sur les lignes de fabrication, au plus proche de la fabrication, tout ce qu'il faut pour prendre des décisions en termes d'information, c'est-à-dire une abondance même d'informations qui va permettre de prendre ces décisions. C'est une usine qui favorise les échanges, je dirais, plus horizontaux, c'est-à-dire qu'on a une notion d'expertise autour d'un fonctionnement plus en réseau que dans la vieille structuration hiérarchique et verticale qu'on a pu connaître. Bien sûr. Et puis enfin, au niveau social, c'est une usine qui favorise en permanence, qui nécessite d'ailleurs en permanence de l'apprentissage, de la formation pour augmenter les compétences en pleine mutation. D'accord. Donc voilà, je dirais le contexte en quelques mots. Merci Thomas. J'ai l'impression quand vous parlez de l'usine de futur que vous parlez dans un langage industriel pour dire dans un langage d'urbaniste ce qu'on appelle la Smart City. On a beaucoup parlé ce matin de la façon dont l'habitat, le territoire, le logement vont se transformer à partir de ça. En se référant aussi au rôle des data, de l'intelligence en réseau, des logiques horizontales. Ça a l'air à la fois très enthousiasmant, il y a beaucoup de potentiel dans toute cette transformation, mais il y a aussi beaucoup de Français, et on le sent dans l'opinion quand on en parle, quand on a consulté les rencontres du développement durable, qui ont peur de cette transformation
notamment pour leur emploi. Et donc, évidemment, quand on parle de bien-être, on est en droit de s'interroger pour le bien-être au travail. Comment est-ce que cette industrie du futur, cette usine du futur, elle peut concrètement améliorer le bien-être au travail? Oui, c'est une question centrale qui nous occupe tous. On a des signes vraiment objectifs de progression et d'amélioration des conditions de travail liés au déploiement de cette usine industrie du futur sur les deux grands axes, je dirais, du bien-être qui sont l'axe, je dirais, physique, de conditions de travail et l'axe psychologique. Sur l'axe physique, d'abord quelques illustrations. On a, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on a des usines qui sont plus intelligentes dans leur fonctionnement au niveau du bâtiment, typiquement. Oui. C'est quelque chose de très important pour les salariés. La capacité à réguler des zones de température, réguler des taux d'humidité, améliorer l'éclairage par de l'éclairage intelligent, etc. Tout ça, c'est très concrètement une amélioration des conditions de travail. Autre exemple, tout ce qu'on appelle les robots collaboratifs. Alors en anglais, ça donne cobot, mais c'est la capacité à décharger de tâches pénibles, non ergonomiques, des opérateurs qui vont pouvoir travailler sur des tâches moins complexes, moins lourdes, et en étant aidés par un robot qui va s'occuper de la partie plus compliquée des gestes et du travail. On a des exosquelettes aussi qui permettent en permanence de voir quels sont les gestes. Des analyses ergonomiques à poste, c'est quelque chose de compliqué qu'on faisait de façon empirique. On a des outils maintenant qui nous permettent de mieux comprendre quelles sont les positions à risque et d'alerter sur les positions à risque et d'aller vers une plus grande ergonomie au poste de travail. Donc là, on a quelques exemples, je dirais, qui montrent l'importance qu'il y a au cœur de l'industrie du futur à améliorer les conditions de travail. De bien-être physique, mais tout à l'heure, quand on n'arrivait pas à s'entendre mutuellement, je parlais aussi de la dimension psychologique de cette transformation. Le bien-être, je dirais, dans son esprit, dans ses baskets, de façon plus prosaïque, dans cette transformation, comment ça se prépare pour aller vers l'usine du futur ? Alors, je dirais dans le bien-être, la dimension psychologique, on a aussi quelques illustrations très, très, très claires. On a déjà, en captant ces fameuses données dont je parlais en introduction, en étant beaucoup plus capable d'être sur des machines compliquées, par exemple, d'aller chercher des informations qui vont nous dire, attention, on a un risque de dérive process, on a un risque de maintenance, donc d'arrêt de ligne, etc. On est capable d'anticiper, de travailler beaucoup plus dans le préventif que dans le réactif, c'est-à-dire dans l'urgence ou dans le stress. Donc cette dimension-là, de faire sens des données récoltées pour être dans l'anticipation, elle est très importante pour diminuer le stress. On a également, de façon très, très simple, une capacité à travailler à distance, à intervenir à distance par des outils de communication modernes qui va réduire les déplacements, les risques liés aux déplacements et quelque part aussi améliorer la situation, l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés. D'accord. On a également une capacité à être... Voilà, j'ai un retour de son là. À être dans la transparence des informations. C'est-à-dire, encore une fois, la capacité à avoir un accès en temps réel à toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser ma mission. Et ça, en soi, c'est un facteur qui diminue, je dirais, le stress au travail. D'accord. Ben, vous semblez très préparé à cette transformation. Vous avez sans doute réfléchi encore aux nombreux défis qui vous attendent pour s'assurer que cette mutation industrielle soit respectueuse du bien-être et de l'acquis de ce bien-être qu'on a dans une société contemporaine comme la nôtre. Quels sont les défis qui restent à lever, à préparer, à anticiper pour que cette mutation progresse correctement ? Alors moi, je dirais le défi principal aujourd'hui, c'est le défi des compétences qui nous interrogent tous. C'est un défi sur lequel Schneider Electric s'engage à la fois vis-à-vis de la société, c'est le sens de notre engagement sur Pacte ou la volonté que nous avons d'atteindre
plus de 1000 alternants dans nos différents sites, dont 25% au niveau 4-5. Ça, c'est une ambition forte de s'implanter dans les territoires et de jouer notre rôle en accueillant ces alternants. Mais en interne, vis-à-vis de nos collaborateurs, la priorité, est donnée, je dirais, à la formation permanente. Oui. Donc, elle est facilitée, cette formation, par des outils modernes d'apprentissage, sur ce qu'on appelle le e-learning, capacité d'apprendre sur des plateformes avec des contenus interactifs qui deviennent de plus en plus performants. Elle est facilitée aussi par la prise en compte de profils nouveaux qui nous rejoignent, qui ont justement ce profil high-tech, digital, on appelle les digital natives en anglais, et qui vont dans l'entreprise jouer un rôle essentiel pour faire grandir l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire non seulement les gens dans les usines, mais une notion de reverse mentoring, de capacité de ces jeunes talents qui arrivent vraiment avec un fort bagage technique à faire grandir, y compris leur manager, jusqu'à un directeur d'usine. On a des directeurs d'usine qui n'étaient pas forcément préparés pour ces évolutions ou ces révolutions-là, et qui apprennent énormément des nouvelles ressources qu'on recrute. Et puis enfin, il y a énormément de technologies qui permettent d'apprendre concrètement à poste, je dirais, dans nos usines, avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et donc c'est ludique, c'est plus interactif. Bien sûr. Donc On va voilà, zoomer donc un sur ce défi sujet important de formation. transformation des compétences, non seulement parce qu'on co-organise cette journée avec une grande école de management, Bourgogne School of Business, qui prépare ses étudiants à s'adapter, mais aussi parce que cet après-midi, à proprement parler, on a une table ronde sur cette transformation des compétences du système éducatif et scolaire dans son ensemble pour s'adapter à cette transition et assurer le bien-être, évidemment. Mais transformer des compétences, ça ne s'impose pas par le haut, si j'ose dire. On sait que 80% du marché de l'emploi à horizon 10 ans va être complètement transformé par la révolution de la data, la révolution de l'IA, la révolution de l'automatisation. Alors évidemment, ça soulève plein de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhensions à lever. La méthode collaborative est sans doute la plus adaptée pour faire cette transition. Ségolène Royal nous disait tout à l'heure que la co-construction est maintenant la règle. Comment est-ce que vous vous y prenez chez Schneider Electric? Et puis plus largement, qu'est-ce que vous pouvez recommander en la matière pour s'assurer que cette transition soit inclusive, soit réussie pour l'ensemble des collaborateurs avec lesquels vous travaillez? Oui, alors ça, effectivement, c'est le comment, quoi. C'est-à-dire comment on arrive à déployer et à convertir un outil industriel qui, il faut bien le reconnaître, est ancien. On n'a pas construit d'usine ces dernières années en France, donc il faut convertir un existant et aller ensemble vers cette usine du futur. Moi, je dirais le premier point, lorsqu'on veut faire une transformation de ce type-là, c'est d'être très clair sur les enjeux prioritaires de chaque usine, enfin de l'usine en général. C'est-à-dire qu'il faut être clair sur la valeur ajoutée. Et ne pas se perdre, la valeur ajoutée qu'on cherche à développer, et ne pas se perdre dans le piège du digital qui serait superficiel au gadget. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la transformation digitale, numérique, répondent à des priorités de l'entreprise, des salariés, pour simplifier la vie, être plus ergonomique, etc., etc. Tout ce dont on a parlé jusque. Donc ça part de là, ça part d'une intention, et d'une intention qui ne se perd pas en chemin, je dirais, sur des sujets plus superflus. Et ensuite, deuxième partie, effectivement, c'est commencer à créer des groupes de travail dans l'usine, multidisciplinaires. On le fait, comme je le disais, en injectant en intégrant des ressources techniques qui ont un fort leadership, qui connaissent les sujets de transformation numérique, industrie, du futur. Et ensuite, en associant tous les acteurs, bien sûr, locaux. Donc, c'est un secteur de l'usine, un secteur de production. On commence avec une idée claire sur ce qu'on veut faire. Et puis, on avance par essai-erreur. Il est bien clair que ces dernières années, on a pu lancer des technologies qui sont révélées finalement pas si intéressantes que ça. On est revenu en arrière. On a à l'inverse confirmé des technologies qui étaient centrales au cœur de la performance. Donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer, d'échouer et ensuite très vite de repartir sur autre chose lorsqu'on a échoué. Et également d'être dans une logique bien équilibrée entre l'interne et l'externe. C'est-à-dire être capable d'avoir des compétences
internes qu'on va faire grandir sur telle ou telle technologie. Et puis à l'inverse, d'aller chercher en externe des technologies qu'on ne maîtrise pas ou sur lesquelles il n'y a pas d'intérêt à investir à court terme parce qu'on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ça va aboutir, on ne sait pas trop si ça va se pérenniser. Et donc, il faut jouer en permanence sur cette veille-là pour se dire, voilà, ça c'est du solide, on investit, ça on développe des partenariats en externe et on grandit ainsi. Bien sûr. Merci Thomas. J'ai une question qui nous vient du public, de la part de Marc. Alors pour contextualiser un tout petit peu, on vient beaucoup de parler de l'ODD 8, l'ODD emploi, l'objectif de développement durable sur l'emploi, l'emploi décent, le bien-être au travail, etc. Et Marc nous demande d'élargir un petit peu la discussion parce que Schneider Electric fait évidemment partie d'une industrie qui exploite beaucoup d'énergie et on sait que la consommation d'énergie est la première cause des émissions de gaz à effet de serre. Marc nous demande comment est-ce qu'un groupe comme le vôtre se prépare à la fois à diminuer sa consommation d'énergie et évidemment à réduire son empreinte environnementale au sens large. Alors, il se trouve qu'on a une chance inouïe chez Schneider Electric, c'est que c'est la capacité qu'on a à consommer, donc à déployer dans nos usines, ce qui est le cœur de notre modèle aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le spécialiste de la gestion énergétique, d'accord ? Donc c'est ce que nous vendons, c'est ce que nous vendons à nos clients, etc. Donc c'est une chance unique puisque on se retrouve là, lorsqu'on est industriel en charge d'usine dans le groupe, à déployer dans nos usines des solutions Schneider Electric qui vont permettre de faire des gains d'énergie. Oui. Et chaque usine du groupe aujourd'hui, dont les miennes, en France et ailleurs dans le monde, a cet objectif de diminuer de 10% sa consommation électrique en 3 ans. C'est-à-dire tous les ans, on diminue un tiers de 10 pour arriver en 3 ans à avoir réduit de 10% notre consommation. Et ça, on le fait comment ? On le fait justement en déployant des solutions Schneider Electric. On a une solution qu'on appelle EcoStructure, c'est un peu technique, mais en gros qui consiste à placer des capteurs un peu partout dans une usine pour savoir où se fait la consommation entre les machines, le bâtiment, etc. Et puis avec des applications, c'est vraiment ce que j'ai expliqué, la connexion d'abord, ensuite récupérer les données et ensuite avoir des applications. On arrive progressivement à savoir quelles sont les actions qu'il faut lancer. Soit on investit, soit on a des actions d'optimisation en intérieur de l'usine pour diminuer cette consommation. Donc on ne la passe pas par zéro, on est forcément, je dirais, on continue à consommer, mais on a ce plan de progrès année après année. Merci Thomas. Je rappelle que vous êtes vice-président de Schneider Electric en charge de l'industrie dans 12 usines en Europe. Vous venez parler de réduction de consommation d'énergie de 10% par an sur 3 années, par cycle de 3 années, et ce qui contribue à l'objectif de neutralité carbone que l'Union européenne a pris évidemment à horizon 2050 et la Chine a annoncé avant-hier aux Nations Unies qu'il s'engageait à atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2060. C'est l'absolue nécessité pour limiter au maximum ce dérèglement climatique. Merci beaucoup Thomas Bélion-Jourdan d'avoir accepté nos questions, cet échange. Mais puisqu'on parle de neutralité carbone, je voudrais terminer sur une note aussi positive, aussi enthousiasmante que celle que vous nous avez permis d'entreapercevoir dans l'industrie du futur, puisque je rappelle à chacun de ceux qui nous écoutent que grâce au partenariat mis en place par l'Institut Open Diplomacy avec Reforest Action, chaque personne qui s'inscrit aux rencontres du développement durable participe à la reforestation d'une forêt en Tanzanie. Je parle d'Amazonie, on en a beaucoup parlé hier avec Hugo Clément. Et à n'en pas douter, c'est une des actions concrètes les plus efficaces qu'on peut faire pour reconstituer des poumons pour la planète et limiter au maximum les conséquences déjà dramatiques que nous avons déclenchées. Merci beaucoup à Schneider Electric d'être partenaire bienfaiteur de cet événement. Évidemment, merci encore 1000 fois à Burgundy School of Business d'être partenaire co-organisateur de cette journée dédiée au bien-être.